L'acte disait que la ville avait été abandonnée depuis 20 ans, mais le linge étendu sur la corde était encore humide. Lévi Malisté se tenait au bord de ce qui aurait dû être des ruines désertes, observant la fumée qui montait d'une cheminée qui n'aurait jamais dû être allumée. Les papiers d'héritage étaient formels. Chacun avait quitté Millfield Hollow en 1855, lorsque la mine s'était effondrée. Pourtant, quelqu'un avait récemment balayé les marches du perron, quelqu'un entretenait le petit jardin derrière l'école. Quelqu'un vivait dans sa ville fantôme, et ce quelqu'un l'avait observé derrière les rideaux de dentelle de la maison au bout de la rue. Quand le tissu retomba, Lévi aperçut l'impossible, un visage de jeune femme, pâle comme le givre du matin, les yeux écarquillés d'effroi. Non pas la peur d'être surprise par un inconnu, mais celle de voir un autre être humain pour la toute première fois. Les papiers dans sa main lui semblèrent soudain plus lourds que le plomb. Car si ce qu'il soupçonnait était vrai, alors tout ce qu'on lui avait raconté sur Millfield Hollow était un mensonge. Lévi replia les documents d'héritage et les glissa dans la poche de son manteau, ses bottes glissant sur le gravier qui menait vers la rue principale. L'avocat de la ville, resté à Denver, avait paru nerveux en lui remettant l'acte, transpirant malgré la fraîcheur du matin. Il avait évoqué les dernières volontés du précédent propriétaire. La propriété ne devait jamais être vendue, seulement transmise par le sang de la famille. Étrange parole pour un homme censé être mort seul et sans enfant. Les bâtiments se dressaient en un état remarquable pour des structures abandonnées aux éléments depuis 2 décennies. La peinture ne s'écaillait pas des volets, et les trottoirs de bois ne montraient aucune trace de pourriture ni de gauchissement. Plus étrange encore, les vitres de l'épicerie étaient propres, comme si quelqu'un les avait récemment polies. Lévi s'approcha de la maison la plus proche, un petit cottage aux rideaux jaunes noué d'un ruban bleu. À travers la fenêtre, il vit une table dressée pour 2 personnes, assiettes et tasses disposées comme si les invités allaient arriver d'un instant à l'autre. Son cheval hennit derrière lui, un son nerveux qui le fit se retourner. L'animal avait les oreilles plaquées en arrière, les naseaux frémissants, fixant quelque chose que Lévi ne pouvait voir. Suivant ce regard, il aperçut un mouvement près du puits au centre de la ville. Un se reposait sur la margelle de pierre, la corde oscillant doucement d'un usage récent. Des gouttes d'eau brillaient sur le sol en créant de sombres taches dans la poussière. Quelqu'un avait tiré de l'eau depuis quelques minutes à peine. Lévi appela, sa voix résonnant contre les bâtiments vides. « Bonjour. Je suis Lévi Malisté, le nouveau propriétaire de ce domaine. » Les mots lui parurent absurdes en quittant sa bouche. Il parlait à une ville fantôme, attendant une réponse des ombres du silence. Mais ce silence lui-même semblait faux, trop complet, trop soigneusement entretenu. Une porte grinça quelque part derrière lui. Lorsqu'il se retourna, toutes demeuraient closes, mais il aurait juré que l'une d'elles venait de bouger. Le son revint, plus long, comme si quelqu'un testait volontairement les gonds. Puis il entendit, si doux qu'il faillit le manquer sous le chuchotement du vent dans les rues désertes, des pas légers, prudents, glissant sur des planchers de bois à l'intérieur d'une maison. Le bruit s'interrompit net, comme si la personne avait soudain rappelé l'exigence du silence. La main de Lévi se porta instinctivement à son flanc, mais il n'avait pas d'arme. Il était venu pour examiner des bâtiments vides et prévoir des rénovations, non pour affronter une situation impossible. Les pas reprirent, se déplaçant de maison en maison, toujours hors de sa vue, quelqu'un suivant ses mouvements, traquant sa progression à travers la ville depuis la sécurité des bâtiments abandonnés, quelqu'un qui connaissait ces rues mieux que lui, quelqu'un qui appartenait à cet endroit d'une façon qui contredisait tous les registres officiels qu'il avait consultés. Et puis, de la maison au bout de la rue, s'éleva un son qui glaça son sang. Une voix de femme, jeune et limpide, parlant des mots dans une langue qu'il n'avait jamais entendue. Les syllabes coulaient comme une musique, montant et descendant en motifs presque familiers, mais totalement étrangers. Lévi s'avança vers la maison. Attiré par la qualité envoûtante de la voix, il y percevait une douleur et une nostalgie qui n'avaient pas besoin de traduction. Alors qu'il gravissait les marches du perron, la voix s'interrompit brusquement, remplacée par le bruit d'une respiration rapide, peut-être de sanglots étouffés. « Mademoiselle » appela Lévi doucement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne veux aucun mal. J'ai simplement hérité de cet endroit et j'essaie de comprendre ce qui se passe ici. » La respiration cessa net, comme si la femme à l'intérieur avait cessé d'exister. De longues minutes passèrent dans un silence absolu, avant qu'il n'entende le léger froissement de pieds nus sur le plancher, s'éloignant de la porte vers l'arrière de la maison. Il fit le tour du bâtiment, remarquant des détails qui composaient un tableau impossible. Un potager prospérait derrière la demeure, rangé de haricots et de courges poussant dans une terre soigneusement travaillée. Des herbes séchaient suspendues aux poutres du porche et un petit poulailler abritait une demi-douzaine de volailles qui picoraient gaiement les grains éparpillés. Ce n'était pas la maison de quelqu'un arrivé récemment. Le jardin révélait des saisons entières de culture patiente, le genre de savoir qui vient d'années passées à travailler la même terre.
À travers une fenêtre, il aperçut l'intérieur. Des rideaux cousus à la main encadraient le verre, et des étagères couvrent les murs, remplis de bocaux de conserve et de bottes de plantes séchées. Tout parlait d'une vie domestique soigneusement organisée, d'une personne qui avait fait de cet endroit un véritable foyer. Mais les registres officiels étaient formels sur l'abandon de Millfield Hollow. Comment quelqu'un avait-il pu vivre ici tout ce temps sans que personne ne le sache? À nouveau son lui parvint, le grincement d'une porte arrière qui s'ouvrait lentement. Lévi se figea, incertain de s'avancer ou de battre en retraite. Dans l'entrebâillement, il aperçut un éclat de cheveux sombres et de peau pâle avant que la porte ne se referme. Puis des pas, non pas qui s'éloignaient, mais qui longeaient sa position, comme si quelqu'un contournait la maison pour mieux l'observer. L'intrus inattendu. « S'il vous plaît, » dit Lévi en levant les mains pour montrer qu'il n'était pas armé. « Je sais que tout cela doit être effrayant, mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe ici. Les avocats m'ont assuré que cet endroit était vide. » Il s'interrompit, tendant l'oreille. Aucune réponse. Il tenta une autre approche. « Êtes-vous seul? Y a-t-il quelqu'un qui veille sur vous? » Cette fois, la réponse fut immédiate et inattendue. La porte arrière s'ouvrit brusquement et un vieil homme en sortit, se déplaçant avec une rapidité surprenante pour son âge apparent. Il portait des vêtements d'une autre époque, et sa longue barbe grise était méticuleusement tressée. Dans ses mains, il tenait un fusil, plus comme un avertissement que comme une menace. « Vous devez partir, » dit l'homme d'une voix rauque d'inactivité. « Cet endroit n'a jamais été pour les étrangers, et ne le sera jamais. » Ses yeux brillaient d'une protectrice férocité qui fit reculer Lévi malgré lui. Mais ce que l'homme ajouta fit tout basculer. « Et si vous savez ce qui est bon pour vous, vous oublierez que vous l'avez jamais vu. » Lévi leva les mains plus haut, paumes ouvertes. « Je ne suis pas ici pour causer des ennuis. Je m'appelle Lévi Malisté et j'ai des documents légaux prouvant que j'ai hérité de cette propriété de mon oncle Marcus Malisté. J'ignorais même qu'il possédait une terre ici jusqu'à ce que les avocats me contactent le mois dernier. » Le fusil resta ferme dans la poigne du vieillard, mais quelque chose vacilla dans ses yeux burinés à l'évocation du nom de Marcus. « Marcus Malisté », répéta l'homme lentement, comme pour goûter les mots. « J'attendais ce jour depuis près de 20 ans, je suppose, même si j'espérais qu'il ne viendrait jamais. » Il abaissa légèrement le fusil, sans le relâcher. « Je m'appelle Ézéchiel Thorne. Je suis le gardien de cet endroit depuis le début des troubles. »« Quels troubles ?» demanda Lévi en avançant prudemment. Les registres indiquent que la mine s'est effondrée en 1855 et que tout le monde est parti. Mais vous êtes resté, n'est-ce pas? Le visage d'Ézéchiel se durcit, des rides profondes se creusant autour de ses yeux, tandis qu'il pesait ce qu'il pouvait révéler. Certaines vérités gagnent à rester enfouies. Fiston, ton oncle le savait. Il savait pourquoi nous devions rester cachés, pourquoi le monde devait croire que cet endroit était vide. Derrière lui, la porte arrière s'ouvrit légèrement, et Lévi aperçut une paire d'yeux sombres qui écoutaient chaque mot. Elle restait tapie dans l'ombre de l'embrasure. Mais pourquoi? Insista Lévi. Qu'était-il arrivé ici de si terrible qu'il fallait le cacher pendant 20 ans? Ézéchiel jeta un regard vers la porte, et son expression s'adoucit lorsqu'il aperçut les yeux qui observaient depuis l'intérieur. Le changement fut immédiat, révélateur. Ce n'était pas seulement le devoir qui le retenait, c'était l'amour, un amour paternel et farouche. Ses parents sont morts lors de l'effondrement de la mine, dit Ézéchiel enfin. Mais elle n'était qu'un bébé, à peine capable de marcher. Je l'ai trouvée dans les décombres, en pleurs mais vivante, sa mère l'avait protégée de son corps. Sa voix s'épaissit sous le poids du souvenir. Tous les autres ont fui, craignant de nouveaux éboulements, redoutant la malchance qui, disait-il, pesait sur cet endroit. Mais moi, je ne pouvais pas la laisser. La porte s'ouvrit davantage, et Lévi la vit mieux. Elle semblait avoir une 20aine d'années, de longs cheveux sombres coulant sur ses épaules, une peau qui n'avait jamais connu le soleil rude. Sa robe était simple mais soigneusement faite, issue de tissus précieusement conservés et réemployés. Mais le plus frappant, c'étaient ses yeux, grands, profonds, emplis de curiosité mêlée d'une peur évidente. « Vous l'avez élevé seul, » dit Lévi, comprenant peu à peu. « Toutes ces années, juste vous deux ?» Ézéchiel hocha la tête, la prise sur son fusil se relâchant encore. « Elle n'a jamais franchi les limites de la ville, n'a jamais vu d'autre âme que moi. Je lui ai appris à lire dans les livres laissés ici, à cultiver le jardin, à conserver la nourriture pour l'hiver. Mais je vieillis, monsieur Malisté. Le matin, mes mains tremblent, ma vue n'est plus ce qu'elle était. » Il s'interrompit, plongeant son regard droit dans celui de Lévi. « Je me demande souvent ce qu'il adviendra d'elle quand je ne serai plus là. » La jeune femme s'avança pleinement dans l'embrasure, et le souffle de Lévi se suspendit.
Elle était belle d'une beauté presque irréelle, intacte des rudes épreuves qui marquaient la plupart des femmes de frontière. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui l'arrêtait, c'était la façon dont elle le regardait, comme s'il était une créature d'un autre monde. Elle fit un pas hésitant, ses pieds nus glissant sans bruit sur le bois du perron. Chaque geste gracieux mais prudent, tel un d'un s'approchant de l'eau tout en guettant les prédateurs. Quand elle parla, sa voix était douce, limpide, sans la rudesse que la vie du Far West imprime d'ordinaire à la parole. « Vous avez les mêmes yeux que l'homme du tableau, dit-elle en étudiant son visage avec une fascination sans réserve. Celui qui est accroché au-dessus de la cheminée dans la grande maison. » L'expression d'Ézéchiel se troubla à ces mots et il lança un regard d'avertissement dans sa direction. « Iris, tu ne devrais pas. » Commença-t-il. Mais elle poursuivit, toute son attention fixée sur Lévi. « Ézéchiel m'a raconté des histoires sur le monde extérieur, mais je n'ai jamais cru qu'il existait vraiment d'autres gens comme vous. » Elle inclina la tête, ses yeux sombres suivant les traits de son visage. « Vous êtes plus grand que je n'imaginais les hommes. Et vos mains ?» Elle désigna ses paumes calleuses. « Elles portent des marques d'un travail que je n'ai jamais vu. » Lévi peinait à répondre. Son innocence était totale, authentique, intacte de toute lassitude. Elle lui parlait comme s'il était un prodige à contempler, non une menace possible. L'effet en était à la fois bouleversant et profondément troublant. « Quel tableau ?» parvint-il à demander, redoutant déjà la réponse. Le visage d'Ézéchiel avait pâli à cette mention. « Celui que l'oncle Marcus a laissé », répondit simplement Iris. « Il montre un jeune homme aux mêmes cheveux noirs et aux mêmes yeux verts que vous, debout près d'une femme qui me ressemble. Ézéchiel a dit qu'il avait été peint il y a longtemps, avant les troubles. » Elle marqua une pause, fronçant les sourcils. Il a dit « L'homme du tableau était mon père. » Les mots frappèrent Lévi comme un choc physique. Si Marcus avait laissé un tableau montrant le père d'Iris, et que cet homme lui ressemblait au point qu'elle le remarque aussitôt, alors le lien entre leur famille était plus profond que ne le suggéraient les actes d'héritage. Son esprit s'emballa, aucune hypothèse n'offrant de réconfort. « Iris, » coupa Ézéchiel d'une voix tranchante, « cela suffit pour aujourd'hui. Monsieur Malisté doit partir avant la nuit. » Mais Iris fit un pas de plus vers Lévi, insensible à la tension qui crépitait entre les deux hommes. « Reviendrez-vous demain ?» demanda-t-elle, sa voix chargée d'un désir qui fit battre le cœur de Lévi plus fort. La poitrine serrée, elle murmura « J'ai tant de questions sur le monde au-delà des montagnes. » Ézéchiel dit que c'est dangereux, plein d'hommes mauvais qui feraient du mal à des gens comme nous. Mais toi, tu ne sembles pas dangereux. « Non, » coupa Ézéchiel en relevant le fusil, « il ne reviendra pas. Ce n'est sûr pour aucun de nous s'il reste. » Son regard croisa celui de Lévi par-dessus la tête d'Iris, un message limpide. Quels que soient les secrets de cet endroit, quels que soient les liens entre leurs familles, il protégerait la jeune femme de la vérité à tout prix. Mais lorsque Lévi observa Iris, vit l'espoir et la curiosité briller sur son visage, il sut qu'il ne pouvait pas simplement partir. L'héritage l'avait amené ici, mais quelque chose de plus profond le retenait. Elle méritait de connaître la vérité sur son passé, sur le tableau et sur l'homme qui lui ressemblait tant. « Je reviendrai, » dit-il doucement. Le visage d'Ézéchiel se durcit, chargé de colère et de peur. « Il y a des choses que vous deux devez savoir sur votre lien avec ma famille, » ajouta Lévi. Ce soir-là, il regagna la ville, l'esprit en tumulte comme une rivière en crue. Le tableau mentionné par Iris le hantait, surtout sa certitude que l'homme représenté lui ressemblait tant. Il passa la nuit à l'hôtel, les yeux fixés au plafond, rassemblant des fragments d'histoire familiale qu'il n'avait jamais songé à remettre en question. Le lendemain matin, il retourna au bureau des archives du comté, cette fois pour fouiller le passé de Marcus Malisté. Ce qu'il découvrit dans les registres poussiéreux lui glaça le sang. Marcus avait été marié autrefois à une femme nommée Elena Vasquez. Ils avaient vécu à Millfield au début des années 1850. L'acte de mariage portait la date de 1853, mais aucun certificat de décès d'Elena n'existait. Aucun acte d'enterrement. Rien qui explique ce qui lui était arrivé. Il y avait plus troublant encore. Un acte de naissance daté de 1854, inscrivant Marcus et Elena comme parents d'une fille nommée Isabella. L'enfant qu'on disait morte dans l'effondrement de la mine avec sa mère. Sauf que Lévi savait désormais la vérité. Isabella n'était pas morte. Elle avait survécu, sauvée par Ézéchiel, et avait grandi en croyant que son nom était Iris. La révélation le frappa comme un coup de masse. Iris n'était pas une orpheline recueillie par bonté d'âme. Elle était la fille de Marcus Malisté, la fille de son oncle, ce qui faisait d'elle sa cousine et expliquait parfaitement la ressemblance avec l'homme du tableau. Marcus avait dû faire peindre ce portrait de lui et d'Helena avant la tragédie. Mais pourquoi avait-il laissé le monde croire que sa fille était morte? Pourquoi n'était-il jamais revenu pour elle,
n'avait jamais cherché à la réclamer, alors qu'Ézéchiel l'élevait en secret. Les questions se multipliaient plus vite que Lévi ne pouvait les suivre, chaque réponse n'amenant que de nouveaux mystères. Il retourna à mille fils de l'eau avec l'acte de naissance plié dans sa poche, le cœur battant sous le poids de cette révélation. À son arrivée, il trouva Iris travaillant seule dans le jardin, sa chevelure sombre brillant sous le soleil de l'après-midi. Elle leva les yeux à son approche, son visage s'illuminant d'un sourire qui lui serra la poitrine. « Tu es revenu » dit-elle en déposant son panier de légumes. « Ézéchiel a dit que tu ne viendrais pas, mais j'espérais que tu étais différent de ce qu'il m'a raconté sur les étrangers. » Elle s'avança, ses gestes fluides, inconsciente de l'effet qu'elle produisait. « Me raconteras-tu le monde au-delà des montagnes, les villes, les gens qui y vivent ?» Lévi mit pied à terre lentement, partageant son désir de préserver son innocence et la conviction croissante qu'elle avait droit à la vérité. « Iris, commença-t-il avec précaution, ce que je vais te dire pourrait bouleverser tout ce que tu crois savoir de toi et de ton passé. » Ses yeux sombres s'agrandirent, mais il n'y eut aucune crainte, seulement une vive impatience. « Bien, souffla-t-elle, je suis lasse de vivre dans l'ombre et les secrets. Ézéchiel veut bien faire, mais parfois j'ai l'impression d'étouffer dans cette belle prison qu'il a bâtie autour de moi. » Avant que Lévi ne puisse répondre, le bruit métallique d'une arme qu'on arme retentit derrière lui. « Je t'avais prévenu de ne pas revenir », lança la voix d'Ézéchiel, chargée de 20 ans de fureur protectrice. Lévi se retourna lentement, les mains bien en vue, loin de son corps. Ézéchiel se tenait à 3 mètres, le fusil pointé droit sur sa poitrine. Mais cette fois, sur le visage du vieil homme, se lisait plus que une colère protectrice, mais aussi une désespérance, presque une douleur, passait dans le regard d'Ézéchiel. « S'il te plaît, dit Iris en s'avançant entre sans la moindre hésitation. Ne le menace pas, il n'a rien fait de mal. » Sa voix, ferme et autoritaire, surprit les 2 hommes. Ce n'était plus la créature timide qui se cachait derrière des portes. « Tu ne comprends pas ce qui se joue ici, enfant, » répondit Ézéchiel, bien que son âme trembla lorsqu'elle se plaça dans sa ligne de mire. « Certains secrets existent pour de bonnes raisons. Certaines vérités détruisent plus qu'elles ne guérissent. » Ses yeux accrochèrent ceux de Lévi par-dessus l'épaule d'Iris. « Dis-moi que tu n'es pas allé fouiller les archives. Dis-moi que tu ne sais pas ce que tu crois savoir. » Lévi porta lentement la main à sa poche et en sortit l'acte de naissance. « Son vrai nom est Isabella Malistée, dit-il calmement. C'est la fille de mon oncle, n'est-ce pas ?» Les mots flottèrent dans l'air comme la fumée d'un coup de feu. Iris se figea, le visage pâle comme la neige d'hiver. « Mon père » souffla-t-elle en se tournant vers Ézéchiel, la trahison inscrite sur ses traits. « Mon père était vivant tout ce temps, et tu ne me l'as jamais dit. » Sa voix monta, libérant 20 années de questions refoulées. « Tu m'as laissé croire que j'étais seul au monde, qu'il n'y avait que toi. Tu m'as fait croire que je n'avais ni famille, ni nom, hormis celui que tu m'as donné. » Le fusil d'Ézéchiel s'abaissa, frappé par le poids de ses paroles. « Je te protégeais, dit-il d'une voix brisée. Marcus m'a fait promettre. Il disait que, si l'on découvrait que tu étais vivante, on viendrait te chercher. Il affirmait qu'il existait des gens qui t'utiliseraient pour l'atteindre, qui te feraient du mal juste pour le voir souffrir. »« Quels gens » exigea Lévi en s'avançant, malgré l'arme toujours dans les mains du vieil homme. Dans quoi Marcus était-il mêlé pour abandonner sa propre fille? Mais Ézéchiel ne le regardait plus. Son attention était tout entière fixée sur Iris, qui demeurait immobile, glaciale. « Tu m'as menti toute ma vie, » dit-elle, la voix plate et dure. Chaque histoire, chaque explication, chaque raison de rester cachée, des mensonges. Elle tourna les yeux vers Lévi, et il y eut quelque chose de nouveau. Plus seulement de la curiosité, mais une faim, un besoin désespéré de savoir qui elle était. « Est-il encore vivant » demanda-t-elle. « Mon père, est-il encore en vie ?» Le cœur de Lévi se serra. Il devait porter un nouveau coup à ce monde déjà brisé. « Il est mort il y a 3 mois, » dit-il doucement. « C'est pour cela que j'ai hérité de cet endroit. » L'avocat pensait qu'il n'avait aucun parent vivant. Mais ils avaient tort, n'est-ce pas? Il désigna Iris d'un geste. « L'héritière, c'est toi, pas moi. Ce lieu t'appartient. » Iris recula, comme s'il l'avait frappé. « Mort » répéta-t-elle d'une voix vide. « Il est mort et je n'ai jamais su qu'il existait. » Elle se tourna vers Ézéchiel, la fureur flamboyant dans ses yeux sombres. « Tu m'as volé ma vie. Tu m'as volé le droit de connaître mon propre père. »« Je t'ai gardé en sécurité, » protesta Ézéchiel, mais ces mots résonnèrent creux, même à ses propres oreilles. « En sécurité de quoi » cria Iris, sa maîtrise enfin brisée. « De vivre? D'être celle que je devais être ?»
Elle balaya du regard les maisons vides, cette prison soigneusement entretenue qu'Ézéchiel avait bâtie autour d'elle. Ce n'est pas de la protection, c'est un enterrement. Tu m'as enterré vivant dans cet endroit. C'est alors qu'un son changea tout, des sabots, nombreux, des chevaux lancés au galop depuis la route principale. Quelqu'un arrivait à 1000 fils de l'eau, sans se soucier de la discrétion. 3 cavaliers surgirent de la lisière des arbres, leurs montures couvertes d'écume après une course soutenue. Le meneur, grand et sec, portait un élégant manteau noir qui trahissait la richesse et l'autorité. Ses compagnons l'encadraient comme des loups, la main posée nonchalamment sur le revolver. En apercevant le groupe près du jardin, le chef esquissa un sourire glacé. « Eh bien, lança-t-il en descendant de cheval avec une aisance calculée. On dirait que la ville fantôme de feu Marcus Malisté n'est pas aussi vide qu'on nous l'avait dit. » Son regard balaya Ézéchiel, Lévi, puis s'arrêta sur Iris avec une intensité qui fit bouillir le sang de Lévi. « Et qui donc peut bien être cette ravissante jeune femme ?» Ézéchiel s'avança aussitôt, se plaçant devant Iris comme un rempart. « Personne qui vous concerne, du ton. Ceci est une propriété privée, et vous êtes en train de violer le domaine. » Ce nom frappa Lévi comme un coup de poing. Il l'avait déjà entendu. Le nom figurant dans les papiers d'héritage revenait dans un vieux litige commercial jamais résolu. Le sourire de Samuel Duton s'élargit. Propriété privée de Marcus Malisté, qui devait une somme considérable à ma famille lorsqu'il a disparu il y a 20 ans. Une somme qui, avec les intérêts, a pris une ampleur impressionnante. Il tira un document de la poche de son manteau. « J'ai une réclamation légale sur ce domaine et tout ce qu'il contient. »« Marcus est mort, » dit Lévi en avançant d'un pas. « Je suis son héritier, et ses dettes sont mortes avec lui. » Mais l'attention de Duton restait fixée sur Iris, figée derrière Ézéchiel comme un faon dans un champ découvert. « Mort, dites-vous ? Comme c'est pratique ?» La voix de Duton dégoulinait d'une fausse compassion. Mais les dettes ont une manière de se transmettre à la génération suivante, surtout quand il y a des biens à saisir. Son regard s'attarda sur Iris avec une insistance qui fit se crisper les poings de Lévi. Et quelle bien remarquable elle semble être. La compréhension frappa Lévi comme une lame glaciale. Duton ne venait pas seulement chercher de l'argent. Il cherchait un levier contre Marcus et venait de trouver bien mieux. Une jeune femme sans connaissance du monde extérieur, sans protection légale, sans famille pour la défendre, sinon un vieil homme et un inconnu. « Elle est sous ma protection », déclara Lévi en se plaçant aux côtés d'Ézéchiel. « Quel que soit votre prétendu droit, il s'arrête ici. » Duton éclata d'un rire vide de chaleur. « Votre protection ? Et qui êtes-vous donc pour protéger qui que ce soit ?» Ces hommes se déployèrent légèrement, une menace subtile mais indiscutable. Iris fit alors un pas en avant, surprenant tout le monde par la soudaineté de son geste. « Quelle dette ?» demanda-t-elle d'une voix ferme malgré la peur que Lévi percevait dans ses yeux. « Qu'est-ce que mon père devait à votre famille pour que vous veniez de si loin la réclamer ?» L'expression de Duton changea, prenant une fausse douceur presque paternelle. « Votre père, dites-vous ? Eh bien, cela rend les choses encore plus intéressantes. » Il la détailla d'un regard calculateur. Marcus a emprunté de l'argent pour acheter ses terres et lancer son exploitation minière. Quand la mine a échoué et que des gens sont morts, il s'est enfui au lieu d'honorer ses obligations. « Ce n'est pas toute la vérité, » intervint Ézéchiel d'une voix sombre. « Parle-lui de l'incendie que tu as provoqué dans la galerie. Parle-lui des ouvriers que tu as tués pour effacer les preuves quand tu as compris qu'il n'y avait pas d'argent à faire. » Le masque de civilité de Duton se fendilla, révélant un éclat froid et dangereux point le moment de vérité, tendit l'air comme un fil prêt à rompre. Lévi sortit lentement de son manteau un second document trouvé aux archives. « Samuel Duton, » dit-il clairement, « vous êtes recherché pour interrogatoire en lien avec la catastrophe de la mine de Millfield-Hollow. Ce mandat a été émis il y a 20 ans et n'a jamais été révoqué. » Le visage de Duton pâlit lorsque Lévi brandit le papier officiel point. Marcus n'a pas fui parce qu'il ne pouvait pas payer ses dettes, poursuivit Lévi. Il a fui parce qu'il avait découvert que vous aviez saboté la mine pour dissimuler le vol d'argent que vous meniez depuis des mois. L'effondrement n'était pas un accident, c'était un meurtre. Vous n'avez aucune preuve, gronda Duton, mais sa main se dirigea vers son arme. Ces hommes échangèrent un regard inquiet, soudain un certain point. En réalité, si, dit Ézéchiel en avançant, son fusil désormais pointé droit sur la poitrine de Duton. J'étais le contremaître de la mine. Je t'ai vu poser les charges, effondrer les galeries pour enterrer les preuves de ton vol. Marcus m'a ordonné de prendre sa fille et de me cacher pendant qu'il rassemblait de quoi te dénoncer. » Iris s'approcha de Lévi, sa main trouvant son bras, point le contact fit naître en lui une chaleur qu'il dut chasser pour se concentrer sur le danger immédiat point.
Le shérif de Denver est très intéressé par la réouverture de ce dossier, continua Lévy, surtout depuis que 3 de tes hommes ont déjà avoué leur rôle dans l'affaire. C'était un bluff, mais un bluff convaincant. Les yeux de Dutton allèrent de l'un à l'autre, calculant ses chances. Finalement, il sembla prendre une décision. Ce n'est pas terminé, lâcha-t-il en reculant vers son cheval. Il y a d'autres moyens de récupérer ce qui m'est dû. Essaie, répondit Lévy d'une voix basse, et je ferai en sorte que ce mandat te poursuive jusqu'au bout du monde. Dutton se hissa en selle. Son cheval piaffa, geste sec, plein de colère, ses hommes l'imitant aussitôt. En quelques minutes, ils disparurent dans les arbres, ne laissant derrière eux que la poussière et l'écho des sabots. Le silence qui suivit pesait, chargé de possibilités. Iris regarda autour d'elle la ville qui avait été tout son univers, puis leva vers Lévy des yeux où brillait une détermination nouvelle. « Je veux voir ce qu'il y a au-delà des montagnes, » dit-elle doucement. « Je veux découvrir la vie que mon père jugeait trop dangereuse pour moi. » Les épaules d'Ézéchiel s'affaissèrent, le poids de 20 années semblant soudain s'envoler. « Je t'ai protégé, » murmura-t-il, mais sa voix ne portait plus aucune défiance, seulement de l'épuisement. « Oui » acquiesça Iris en s'avançant pour étreindre le vieil homme qui l'avait élevé. « Tu m'as donné la vie quand j'aurais dû mourir et de l'amour quand je n'avais plus rien. Mais maintenant, je dois choisir ma propre route. » Elle se tourna vers Lévy et ne vit plus aucune trace de la jeune fille effrayée qui se cachait derrière des rideaux quelques jours plus tôt. M'aideras-tu à connaître le monde? Me montreras-tu comment y vivre? La question portait un sens si profond que le cœur de Lévy s'emballa. Ce ne sera pas facile, la prévint-il. Le monde peut être dur et impitoyable. Des gens chercheront à profiter de ton innocence. Iris sourit, et pour la première fois, ce sourire révélait une force qu'il soupçonnait depuis le début. Alors j'apprendrai à devenir plus forte. J'apprendrai à me protéger, moi et ceux que j'aime, dit-elle en jetant un regard vers Ézéchiel, puis en replongeant ses yeux dans ceux de Lévy. À commencer par toi. 3 mois plus tard, Lévy se tenait sur le perron de son ranch, observant Iris qui entretenait le jardin qu'elle avait planté dans la vallée. Elle s'était adaptée à la vie hors de Millfield Hollow avec une aisance remarquable, son intelligence naturelle et sa curiosité profonde l'aidant à comprendre les complexités du vaste monde. Ézéchiel avait choisi de les accompagner, devenant le grand-père que Lévy n'avait jamais ce qu'il attendait lorsqu'Iris gravit la colline vers lui, le visage illuminé par la joie de sa nouvelle existence. Lévy comprit que certains héritages valent plus que l'argent ou la terre. Parfois, ils vous offrent exactement ce que vous ignoriez chercher. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir un autre récit inoubliable où destin et courage se rencontrent d'une manière inattendue. N'oubliez pas de vous abonner et de soutenir la chaîne. Votre aide nous permet de continuer à partager des histoires comme celle-ci. Et elle compte plus que tout.